docteur Beauchamp vous a présenté un petit peu un petit récit de ma vie professionnelle. Alors pourquoi ça c'est important? C'est important parce que ça permet de créer tout de suite un petit lien entre nous, d'élaborer un petit début de climat de confiance. C'est important parce que c'est ce lien-là qu'on fait ensemble ce matin qui fait que vous vous dites, oh, cette personne-là, elle a une réelle expérience clinique du soin et elle a effectivement réfléchi à ce qui se passe. C'est sûr que ce que je vais vous dire va vous permettre d'en juger, mais mon histoire aussi s'accroche à ce que je vais vous dire. Et vous allez voir qu'il y a un lien qu'on va suivre à travers la présentation concernant cette question du récit, de la confiance. Alors, on verra tantôt. Alors, pour décider, dans le fond, ce matin, ou réfléchir ensemble sur ce nouveau soin que nous propose le Collège des médecins du Québec, qu'il appelle l'aide médicale à mourir et qui en fait est effectivement l'euthanasie. Nous allons, nous, ensemble, regarder si cette injection létale, euthanasique, parce qu'il s'agit de prendre une seringue, on endort le patient, puis ensuite on donne des médicaments qui arrêtent la respiration. Alors ça prend 5 minutes, le patient est mort. Donc, est-ce que ce soin, comme dit le Collège, c'est un soin? On va se positionner là-dessus. Et est-ce qu'on peut considérer que ce geste, vu comme un nouveau soin, ou plus largement le palliatif, mais c'est pour essayer vu comme un soin médical, est-ce que c'est compatible avec un exercice compétent de la médecine à ce moment-ci de l'histoire de la médecine en 2013? Alors, on va regarder ensemble certains critères pour réfléchir à ça. Le premier critère, c'est qu'on va regarder si on a dans nos bagages déjà certains repères qui nous feraient dire que oui, ça c'est un soin approprié. Est-ce que je parle trop vite? Un petit peu? Bon, je vais faire un petit effort, mais il me reste quand même quelques minutes. Alors, donc, on a certains repères et qui sont les valeurs sociales qu'on porte, nous, ensemble, qu'on portait jusqu'à dernièrement. Entre autres, des valeurs qui s'inscrivent dans notre code civil, dans notre code de déontologie et certains l'ont abordé déjà dans notre serment d'Hippocrate et dans ce qu'a été la médecine. Alors, si on regarde au niveau du code de déontologie des indices qui seraient en faveur de ce serait quoi un soin, alors dans notre code, on voit que le sens de la médecine et du soin, c'est de promouvoir la santé et le bien-être. Ça utilise nécessairement le fait d'établir et de maintenir avec le patient une relation de confiance. Quand vous allez voir votre docteur, si vous ne savez pas si cette personne-là, vous pouvez vous fier sur elle, si vous ne savez pas si ce qu'elle va vous dire, vous pouvez le faire, peut-être vous n'irez pas chez le docteur, puis si vous y allez, peut-être vous ne prendrez pas les médicaments, les antibiotiques, tout ça, parce que vous regardez ça, vous dites, ouf, je ne sais pas. Alors ça, c'est extrêmement important en médecine, la question de la relation de confiance. Et si on arrive dans une perspective de fin de vie où le décès est inévitable, ce que le code de déontologie ajoute, c'est qu'il faut assurer à ce patient-là, on disait tantôt, soutien et soulagement. Au niveau du code civil, c'est inscrit dans ce code-là que toutes les personnes ont un droit à l'inviolabilité et au respect de leur intégrité. Et enfin, qu'on ne peut pas soumettre personne à des soins, quelle qu'en soit la nature, sans son consentement. Alors, ça nous donne des lignes directrices. On a aussi les buts de la médecine qui nous guident, et les buts de la médecine, c'est tout faire pour prévenir la maladie, guérir autant que possible, sinon restaurer si on ne peut pas guérir, essayer de maintenir dans tout le dossier de la réadaptation. Et enfin, en fin de vie, eh bien, ce sera pallier et accompagnement. Alors, ces soins dont on parle, on les veut pour qui, puis on les veut pourquoi. Là, je vais vous montrer un petit graphique que j'utilise depuis un moment, qui montre un peu ce que sont ces hommes qui souffrent, vous, moi, parce que vous avez dû avoir des coups durs dans la vie, vous aussi, alors moi j'en ai un certain nombre. Et bon, c'est un petit graphique qui montre un peu, on ne s'en sortira jamais, la vie, il va toujours y avoir de la souffrance, puis la fin de vie, c'est comme l'ultime souffrance, c'est le moment de déchirement, bon, on ne peut pas éviter ça, on essaie, mais ça sera toujours là. Alors l'homme, profondément, est un être de désir, on est fait comme ça, on a toujours un but, on tend vers quelque chose, on veut accomplir certains projets. Vous savez comment on est, on se lève le matin, puis on a toutes sortes de petites choses à faire, et à travers ça, ben, ça ne marche pas tout le temps. Hein? Alors des fois, ça va très très mal,
Et notre vie s'équilibre dans une espèce de passage de joie, succès vers du malheur, de la peine, de la contrariété, des désagréments. Il y a toutes sortes d'intensités. Alors ici, j'ai mis l'exemple d'une femme, une jeune femme, et j'ai figuré que, bon, il y avait un bon moment, elle a fait ses études, puis là, elle a eu son diplôme en médecine, elle était bien contente, puis on fêtait ça. Mais là, elle a eu une grosse rupture amoureuse, ça a été vraiment pénible. Elle est allée au fond. Et ensuite de ça, bon, mais ça s'est replacé, elle a rencontré quelqu'un, s'est mariée, un petit enfant, c'est la grande joie, mais voilà, on lui annonce plus tard un cancer du sein. Bon, alors radiothérapie, chimiothérapie, hein, vous savez comment ça peut être difficile, pénible, comment souvent on peut avoir envie de lâcher. En tout cas, moi j'en vois beaucoup de patients qui disent hey, « je suis plus capable, j'en veux plus », puis bon, finalement, ils s'accrochent encore un peu. Bon, alors un petit répit, une petite rechute, une rémission, et finalement, on voit que bon, ça pique, ça va pas bien, et que malgré qu'on s'en va peut-être vers la fin, bon, j'ai mis une espèce d'espoir avec 2-3 petits points, là. Je voudrais juste qu'on s'assure ensemble de qu'est-ce qui donne du sens à la vie, à notre vie, qu'est-ce qui a donné du sens à la vie de cette femme-là, ensemble. Je ne sais pas si ça vous vient, là, mais il y a un ingrédient qui est indispensable, qui fait qu'on vit vraiment les grands bonheurs et qu'on traverse absolument de graves épreuves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, vitement, maintenant? Oui, l'espoir, l'amour, ça nous vient de où, ça, l'espoir, l'amour? On va revenir à ça, vous allez voir, ça va s'illuminer. Alors, la souffrance, je le disais, c'est inévitable dans la vie, incontournable, c'est intrinsèque à l'homme. Alors, cette souffrance-là peut prendre divers aspects, vous le savez, ça peut être dans le corps, on a mal au cœur, vous avez connu des gens malades, hein, des gens qui sont décédés, qui ont fait du cancer, c'est sûr, le cancer, c'est la première cause de décès, je pense. En tout cas, ça rend malade. Des douleurs, des nausées, de l'étouffement, de la perte de mobilité, on n'est plus capable de bouger, on se sent faible, on ne sait pas de bon sens, je vais y rester. Psychologique, l'anxiété, qu'est-ce qui va m'arriver, la panique. Beaucoup de sentiments d'humiliation, de gens qui disent, de se sentir aussi dépendant, ça fait souffrir beaucoup. Au plan social, on perd tout, on perd le travail, on perd les relations avec les gens qu'on aimait dans ces milieux-là. On perd souvent des relations aussi avec nos proches. Le sentiment d'être un fardeau, je l'ai mis au niveau social, parce qu'un fardeau par rapport à l'autre. Et c'est très, très lourd. J'ai travaillé 10 ans en gériatrie. Et les personnes âgées, même il y a 15 ans passés, parce que c'était 15 ans maintenant, je fais du soin palliatif, se sentaient déjà à la charge, hein, puis ils ne veulent pas déranger. Les malades sont comme ça. Non, non, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé? J'étais là, j'étais sur le département, j'étais souffrant. Ah, je ne veux pas déranger. Vous n'avez pas idée de combien les gens ne veulent pas déranger. Et enfin, la souffrance spirituelle. Alors, je veux bien dire qu'on ne parle pas ici de religion, on parle de ce qui fait que vous vous levez le matin, tantôt, qui fait que vous vivez des grands bonheurs, etc., etc. Et donc, du sens qu'on peut donner à la vie. Une autre façon, peut-être, de globaliser cette question-là de la souffrance, deux auteurs qui ont fait une définition là-dessus, des définitions assez classiques. Alors, c'est la détresse provoquée par une menace actuelle ou imminente. Hein? On vient de vous annoncer que vous avez un cancer du sein. Là, je le sais, on me l'a déjà annoncé, ça c'est incroyable. Vous tombez complètement hors de vous-même, dans un autre monde. Vous dites, en fait, vous dites plus rien, on appelle ça le choc, hein, c'est pas pour rien. Mais c'est comme si la vie, là, tout se déplace. Peut-être que d'autres ont eu cette expérience-là. Il y a, aux définitions, une expérience personnelle profonde d'une menace actuelle ou perçue à l'intégrité ou à la vie d'une personne. Une expérience qui est vraiment significative, qui est intense, qui va durer un certain temps, qui prend un espace dans votre esprit qui vous habite. Puis là, vous dites, je ne pourrai pas continuer, ça ne sera pas possible. Il doit en avoir de vous qui a déjà vécu ça, comme ça, hein, à certains moments. Je ne sais pas si certains de vous ont vu le film Amour. Hein, dans le film Amour, là, cette dame est là, elle est dans son lit, maman, puis on pense, on sent qu'elle dit j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Son monsieur, il est là, tellement motivé, mais tellement désemparé. Il y a peu qui se disent, hein, c'est un grand silence. Le docteur, on a l'impression qu'il passe aux 15 jours, c'est ce qu'on nous dit, on ne l'a jamais vu. Le personnel avec qui ces gens-là font affaire, vraiment, c'est une tristesse. La fille est complètement dépassée, ça va vraiment mal. Hein? Ça correspond là, ici pour ces gens-là à la détresse qui est une menace qui n'est pas
qui n'est pas futur, là, hein, quelque chose dont on s'inquiète qui n'est pas encore là. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Et bon, vous savez, le choix qui a été fait là, c'est un choix d'euthanasie, provoquer la mort volontairement, directement. On n'a pas eu besoin de se poser de questions pour ceux qui l'ont vu. Hein. Et c'était vraiment par compassion, par l'époux. Ça illustre un peu ce grand champ de la souffrance qui vient chercher des personnes qui ne se sentent plus elles-mêmes, ils perdent leur intégrité. On pense aux chirurgies, aux mutilations, à la situation de fardeau. Il y a vraiment une perte de sens, de désespoir. Il y a une perte du sentiment d'être humain. J'ai vu des patients comme ça. Et ces patients-là disent « Docteur, je ne suis plus capable, faites quelque chose, il faut que ça finisse, c'est plus possible. » On peut interpréter ça comme une demande d'euthanasie, mais je vais vous dire qu'avec ce qu'on peut faire, particulièrement en soins palliatifs, et qui pourrait se faire aussi en soins en médecine, ben, ça devient plutôt une demande de soins, et de soins qui va nous amener vers autre chose. L'ingrédient dont je vous parlais tantôt, c'est qu'ici, Simone de Beauvoir nous dit, elle nous parle de la douleur, mais en fait, on pourrait entendre la souffrance. Toute souffrance déchire, mais ce qui la rend insupportable, c'est que celui qui la subit se sent séparé du monde. Partagée, elle cesse au moins d'être un exil. Et le mot « partager » répond à la question dont je vous parlais tantôt. Ce qui donne le sens, c'est la relation aux autres, c'est le fait qu'on va voir quelqu'un au travail, qui va nous voir, il va nous raconter, on va se raconter, et je vais développer là-dessus, parce que ce sens-là, ce qui donne le sens, c'est aussi ce qui est le sens du soin, plus peut-être particulièrement en soins palliatifs, parce que dans cet espace-là, on ne peut pas se replier sur les antibiotiques, les chirurgies et tout. C'est l'espace où on a peut-être développé ce rapport de partage dont je vais vous parler. Alors, quand la mort vient, qu'est-ce qui se passe? C'est un changement, hein? On anticipe un immense changement. Et pour que vraiment on puisse traverser ça, on parle de guéri, mais c'est le guéri au sens de healing, comme le mot des Anglais, qui font qu'à l'intérieur, on se sent serein. Et pour 15 ans en soins palliatifs, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui meurent très sereins. Donc, il y a un changement qui est opéré en eux. Et pour que cette opération-là, ce changement se passe, il faut que ce qui est vécu soit dit et entendu. Alors, Malherbe est un philosophe que j'aime beaucoup, qui rapporte que dans ces situations-là, pour traverser, pour faire le changement qu'on voyait tantôt et monter vers la courbe ascendante, il faut être capable de toujours se voir comme quelqu'un qui peut inventer une suite à sa propre histoire, et la suite, ben, elle va venir de vous. Alors moi, je suis là ici avec vous ce matin, ça s'ajoute dans mon histoire, ça va peut-être s'ajouter dans la vôtre, vous amenez ailleurs, m'amener ailleurs. Chaque petit moment qu'on vit comme ça construit qui on est à chaque instant. Alors, la question ici, c'est de se demander, est-ce qu'on peut vraiment concilier la perte d'intégrité, perte de sens, perte d'humanité qui amène la demande de mort, qui serait avec notre nouvelle loi et notre nouveau soin euthanasique d'injecter, puis mon patient est mort. Est-ce qu'on peut concilier ça avec ce que nous on fait en soins palliatifs, qui est vraiment, à travers l'ensemble des interventions, permettre que les gens ressentent à nouveau une forme de dignité intérieure et d'intégrité. J'aime pas dignité parce que ça a été beaucoup usé. Tout le monde a son idée là-dessus, alors que l'intégrité, on a peut-être meilleur, c'est un mot différent. Ça nous amène à nous ressentir hommes, ça ramène du sens, et les demandes d'euthanasie en soins palliatifs, on en a très, très peu. Les gens ne nous parlent pas d'euthanasie, les gens nous demandent, comme disait Patrick tantôt, on peut-tu avoir encore une semaine? On peut-tu encore faire quelque chose? J'ai une patiente qui me dit, il n'y a pas longtemps, une vieille dame qui était à l'urgence, qui disait, docteur, il faut que ça finisse, j'en peux plus, je vais mourir. On l'admet aux soins palliatifs, 3 jours après, elle dit, docteur, j'ai jamais eu une belle vie comme j'ai ici maintenant. Si ça peut durer le plus longtemps possible. Effectivement, les gens qui sont moins favorisés, quand ils viennent dans le milieu de soins palliatifs, ils se retrouvent d'un environnement qui est pour eux absolument merveilleux. Alors, je continue pour voir comment cet environnement est merveilleux. Donc, il y a souvent ce retour de sens. Il n'y a pas de miracle qui se passe. C'est dur. C'est dur, ça fait mal aux patients, ça fait mal aux soignants. Mais on arrive.
Alors, il y a 3 espaces que j'ai appelés des lieux d'incompatibilité pour dire que non, on ne peut pas faire l'euthanasie là, puis en même temps faire le soin palliatif ici. Où on fait ça? Où on est franchement impliqué comme soignant en soins palliatifs et je pense aussi plus largement en médecine. Alors, ces 3 espaces d'incompatibilité, je les ai appelés de la façon suivante. Premier espace qui est tout ce qui se passe au niveau du soin. Bon, je vais l'exemple soins palliatifs, vous élargirez dans votre tête comme vous voulez. Deuxième, c'est au niveau de la nature de l'engagement des professionnels, soignants, soins palliatifs, et des impacts sur les structures de soins. Alors, la question du soin, le soin c'est un processus, on va le regarder en 3 petits points, un processus général, un processus de soulagement et un processus d'accompagnement de la souffrance du malade et de sa famille. Alors, les soins, ou le soin, vous avez beaucoup, je suis certaine, donné de soins déjà dans votre vie, à vos parents peut-être, à vos enfants, petits-enfants, malades. Alors, ce processus de soins, je vais vous laisser regarder ça un petit peu, il y en a beaucoup, ça donne bien. Alors, j'ai été voir dans la rousse qu'est-ce qu'il disait sur le soin. Et le premier, vous voyez, être attentif, veiller à. On ne peut pas. Moi, j'ai toujours l'idée de ma fille qui faisait beaucoup de titres. Là, évidemment, c'est toujours en pleine nuit à 3 h du matin. Là, ça se réveille, ça hurle, c'est la catastrophe. Puis là, tu la prends, tu la verses, puis tu dis, mon Dieu, pourvu que ça se passe, puis donne tes petits médicaments. Hein? Il y a un processus là-dedans. Ça s'associe aussi au deuxième. Il y avait aussi pour moi, et je pense aussi pour les docteurs, hein, mère, docteur, aidant naturel, on se sent une responsabilité, un devoir de veiller, d'être présent, de regarder, d'être disponible. Dans le système de santé, on regroupe au pluriel le mot « soin » sur l'ensemble des moyens qui nous permettent d'aider finalement à rendre aux malades une santé. La raison pour laquelle on fait ça, hein, c'est pour que cette personne-là retrouve son intégrité, retrouve sa capacité de relation, retrouve la possibilité d'avoir des projets et celle de vivre des choses qui vont lui donner de la joie. Et c'est ça la qualité de vie. C'est être capable dans notre vie, avec qui on est, de vivre des choses qui nous rendent heureux. Et peut-être nous permettre encore d'être aux petits soins pour les gens autour de nous qu'on aime beaucoup. Le soin, vous le voyez, hein, c'est un caractère de don. C'est vrai, ça prend du temps. Le voisin t'appelle, dit écoute, elle est tombée, là. Toi, tu avais beaucoup d'autres choses à faire, mais tu dis bon, oui, je vais y aller, je vais t'aider, on va l'enlever, on va l'installer. C'est comme ça, hein, le soin. Alors donc, c'est un processus, et si on regarde le geste d'euthanasie dont je vous ai parlé tantôt, bien, c'est pas tellement rapport. Hein. Nous, en soins palliatifs, on fait des soins, puis on n'injecte personne. S'il y a des gens qui vous disent qu'on fait l'euthanasie en soins palliatifs, c'est faux. Les médicaments qu'on utilise, ça soulage, c'est prouvé, c'est documenté. Ces médicaments-là, ça ne fait pas mourir. On pourra y revenir peut-être éventuellement. Le deuxième aspect dont je vous ai parlé, c'est le processus de soins, mais qui est au niveau du soulagement. Le soulagement en soins palliatifs, c'est extrêmement important parce qu'on sait qu'on ne peut pas guérir les choses. Donc, on veut quand même que les gens soient confortables. Et c'est vraiment d'ajuster toujours la médication pour que le patient puisse être conscient et confortable. Alors, il y a des moments où, si la douleur est très grande, il n'y a plus moyen de soulager le patient de telle façon qu'il soit à peu près conscient. Des fois, il dort beaucoup à cause de la médication, mais il est confortable. D'autres patients vont dire non, docteur, moi j'aime mieux avoir du mal, je vais avoir de la visite tantôt, je veux être tout là, puis tant pis. Hein, on voit l'importance encore du relationnel. Dans le soulagement des symptômes, quand les intervenants agissent, chez nous, on va aller voir 2 fois, 3 fois par jour, il est soulagé, il n'est pas soulagé, on a juste la médication, une entredose. Hein, c'est tout de finesse, vraiment, de persévérance. Et l'idée de fond en soins palliatifs, c'est vraiment donner au malade tout son temps pour qu'il puisse en profiter, qu'il puisse rétablir la communication. Vous savez, si vous avez très mal aux dents ou ailleurs, vous n'avez pas envie de jaser, de raconter vos affaires, vous n'avez pas envie non plus que les autres vous en racontent, vous voulez être dans votre coin parce que ça va pas. C'est pareil pour les malades, évidemment. Et le fait de les soulager va leur permettre d'être en relation, et c'est ça qui compte, on l'a vu dans la vie, c'est pouvoir être avec. Alors donc, le soulagement libère l'esprit, ça nous permet de l'être. Le processus d'accompagnement, bon, je vous lis ce processus, c'est un travail effectivement qui est difficile.
c'est mener de concert avec les intervenants et les proches, et c'est d'aider les malades à voir finalement, à mesure qu'ils retrouvent leur sentiment d'être une personne et qu'ils retrouvent du sens, de voir qu'ils en vivent encore de la joie et surtout qu'ils peuvent encore en donner. Bon, alors effectivement, on voit des regains de goût à la vie malgré la maladie. Et quand il y a je dirais, cette espèce de retournement, d'intériorité là, par rapport à ce qu'est la vie, ce que peut être encore la vie, on le voit chez les patients en fin de vie, vous l'avez probablement vu aussi, il y a une espèce de sens qui revient et de sérénité qui vient là en même temps. Et ça non plus, ça se peut pas. On ne peut pas faire ça en se disant d'un côté de tête, bon, ben, on verra si ça ne marche pas. En tout cas, moi, je ne peux pas. Puis les 80 ou 90% des gens qui sont intervenus à la commission, c'était majoritairement des gens qui travaillent en soins palliatifs, donc qui ont le pied et les sens dans cet espace d'accompagnement. Et pour eux, c'est sûr que c'est pas possible. Alors, je vous parle un petit peu de la crise, on en a parlé tantôt, et de l'importance, nous, on est dans le fond les soignants souvent, parce que c'est difficile pour les familles, on aide les familles à être là, mais on est souvent les gens qui aident, dans le fond, qui écoutent cette personne-là, ce qu'elle vit, mais ça s'applique à vous, et à votre grande amie, à vous et à votre mari, ça s'applique tout le temps. Vraiment d'être là, d'écouter, pas avoir 22 recettes à proposer, juste écouter qu'est-ce qui se passe là. Qu'est-ce que cette personne-là a à raconter sur elle-même, de telle façon qu'elle, à travers le récit qu'elle vous fait, va pouvoir recomprendre sa vie et s'enligner. À chaque fois qu'on recomprend, on se renligne vers un autre petit bout de vie qui va donner du sens. Alors, je me répète, mais c'est la dernière fois, le nerf de la guerre, c'est chez soi, et ça se trouve chez l'autre, et ça va d'un à l'autre, et ça passe par l'un et l'autre. Et un tout petit peu de philosophie, toujours de Malherbe, c'est que Malherbe dit, bon oui, l'homme c'est un être de parole, et quand l'enfant est petit, il est personne, il devient quelqu'un parce que les gens vont parler de lui. Et lui, à partir du moment où il va pouvoir dire je, mais il ne peut pas le dire s'il n'y a pas un tu en face de lui. Et effectivement, c'est ce qui nous permet de croître, de grandir, et ce qui fait aussi qu'on a un héritage à donner. Et Malherbe va jusqu'à dire que dans le fond, ce qui permet d'être autonome, c'est le fait d'être présent à l'autre, c'est nous qui donnons à l'autre l'autonomie qu'il peut avoir. C'est vrai que c'est philosophique, c'est vrai, je ne vais pas plus loin là-dessus. Les gens, souvent, la philosophie, bon, mais c'est nous. Alors, je reviens de partie plus terre à terre sur ces questions de récit, c'est qu'il y a une forme de psychothérapie qui est d'approche narrative, qui est vraiment orientée sur le récit, qui est une véritable révolution en psychologie actuellement et qui aide les personnes à recouvrir sa capacité d'agir. Je travaille en psychothérapie narrative depuis plus de 4 ans maintenant. Il y a un nouveau doctorat qui se développe, puis c'est extraordinaire. Devant soi, on est des groupes d'intervenants, hein, on voit comment ça peut nous supporter. Alors, celui-là, j'y vais pas, mais cet espace de soins et ce processus qui est là, c'est ce qui permet de créer finalement, en soins palliatifs, un abri pour les personnes et qui me fait dire finalement que non, absolument, on ne peut pas concilier ici la gauche et la droite. Les soins palliatifs, le soin, c'est ce qui permet à ceux qui souffrent parce qu'ils sont souffrants maintenant, parce qu'ils ont vu des proches souffrir, parce qu'ils ont été des témoins. Tous ces gens, c'est ce qui nous permet de continuer la vie, mais sans euthanasie. Je vous avais dit qu'il y avait 3 arguments. Il y avait l'argument du soin comme un processus. Le deuxième argument que je vais aborder, c'est la question de l'engagement relationnel et professionnel. Le geste d'euthanasie, on peut facilement voir effectivement comme un échec. On n'a pas réussi à soulager, il y a un abandon. Alors que, bon, le soin palliatif, c'est plus une construction, une croissance. Mais cet engagement relationnel, cet espace relationnel, c'est le soignant qui pose ce cadre-là. S'il n'y a pas le soignant qui est là pour être suffisamment serein, paisible, en équilibre, pour maintenir un espace sécuritaire pour que la personne se sente accueillie, si ce soignant-là, il est trop bouleversé, il est en contradiction, il est déchiré,
c'est tout le soin palliatif qui va être détruit. Et cette question de l'euthanasie, si on veut la pousser à tout prix dans l'espace du soin, de ce soin-là, va nécessairement faire un dommage énorme parce que nous, on ne peut pas en même temps faire face à toutes ces souffrances chez les gens et à une souffrance qui serait générée par dehors, par la question de l'euthanasie. Donc, le lien de confiance, je vous en ai parlé. L'impact, certains impacts négatifs, c'est, comme je l'ai dit dans le fond, j'ai aussi dit, il y a une incohérence profonde au niveau qui s'installerait si on avait dans le lit d'à côté le patient avec qui soins palliatifs, puis l'autre à côté celui qui veut son injection. C'est une trop grande confusion. Nous, en soins palliatifs, on travaille énormément en interdisciplinarité et ça serait aussi le bris parce que, pour ce que j'en ai vu, l'euthanasie, c'est vraiment pas une histoire interdisciplinaire. Hein, c'est raconté, il descend, il met sa prescription, il va en pharmacie, il prend ses médicaments, 5 minutes après, il est mort. Tu sais, ça a l'air vraiment, vraiment froid. Donc, pour le patient qui est à côté, pour l'autre qui est à côté, pour nous qui est à côté, c'est toute la relation de confiance, Patrick vous en avez parlé, qui risque d'être complètement détruite. Des poursuites, c'est sûr qu'il y en aura. Actuellement, en soins palliatifs, on a déjà des contraintes énormes. La population vieillit, c'est déjà fragile. Les soins palliatifs sont accessibles, vous le savez, à peu près 20% déjà. Il manque toujours de ressources, de services sociaux. Les médecins vont pas à la maison. Comme on a dit, ajouter dans le cadre, l'environnement de soins palliatifs, l'euthanasie, ça pourra faire. Alors, pour conclure, le geste d'euthanasie, ce n'est pas un soin, ce n'est pas un soin approprié. Ça défavorise l'accompagnement, ça réduit le sens de la vie des personnes, ça nuit à l'engagement des professionnels en soins palliatifs, ça s'appuie sur la dévalorisation des personnes, ça porte en soi vraiment un germe de réduction, voire d'éclatement de l'espace des soins palliatifs au Québec. Ce n'est pas la solidarité sociale. Et évidemment, ça ne fait pas partie, l'euthanasie, des soins palliatifs. Alors, pour protéger les plus vulnérables, je pense que ce qu'il faut, c'est soigner toujours, soulager, soutenir, accompagner. Je vous remercie. On aura 5 ou 7 minutes pour les questions. Je vous invite maintenant, ceux ou celles qui en auraient, d'aller à un des deux micros. Et je remercie en même temps le Cœur d'Alaire pour d'excellentes présentations et d'avoir rendu évident un peu plus pour chacun de nous, même pour moi qui suis chirurgien, qu'est-ce que c'est soigner vraiment. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, sentez-vous à l'aise s'il y a des questions maintenant. Encore une fois, Bernard Géliveau. Un commentaire sur le déchirement de notre société dans ce domaine. C'est l'angoisse de l'acharnement thérapeutique qui fait peur à tant de monde. Et à quelque part, il faut savoir un jour épargner la tempête à la brume tondue. Et ça se fait pas par un texte de loi. Ça se fait par la compassion du praticien versus son patient, de sa famille qui l'entoure aussi, qui fait partie du processus de compassion pour accompagner la personne en détresse et en souffrance. Et le piqûre d'euthanasie, il n'a aucune compassion à offrir à personne. Alors, de grâce, soyons un peu plus proches de la compassion plutôt que de l'exécution. Je voudrais peut-être juste faire un petit commentaire sur ce que vous dites, sur la question de l'acharnement thérapeutique. Je ne sais pas si mes collègues vont en reparler. C'est vrai qu'il y en a de l'acharnement thérapeutique, il y en a beaucoup. Les patients qui ont des chimios, là, ils sont longs d'eux-mêmes. Puis on voit, nous, en médecine de famille, parce que je fais aussi du domicile, on voit qu'il n'y a rien qui est gagné, il n'y a pas de temps vraiment qui est gagné. C'est difficile pour les médecins de dire, écoutez, j'ai rien pour vous aider à guérir, il n'y en aura pas de guérison. C'est difficile aussi de leur parler des soins palliatifs. Je suis allée chez un congrès dernièrement qui disait peut-être on devrait changer soins palliatifs pour soins de soutien, de support, de n'importe quoi. Aussitôt que les patients, les docteurs parlent aux gens de soins palliatifs, c'est comme s'ils tombaient des murs et ça veut dire je vais mourir. Sortir ça c'est difficile. Alors, ça entretient aussi la question de l'acharnement thérapeutique, ça, parce qu'on sait que si on peut faire les soins palliatifs en même temps que le diagnostic de cancer du poumon, par exemple,
que l'espérance de vie est meilleure, la qualité de vie est meilleure, tout est meilleur. Et puis on est souvent en parler. Pour certains, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait, puis il y a bien des docteurs qui pensent qu'effectivement, les soins palliatifs vont tuer les gens, mais c'est pas rassurant. Et ils ne vont pas nous en référer beaucoup. Et puis pour d'autres, ben, arrêter, c'est comme un échec, puis c'est pas facile. Alors, l'acharnement, c'est vraiment un problème. Si on voulait agir, comme vous dites, j'abonde tout à fait dans votre sens, commençons donc par essayer de vivre dans la réalité. Hein. La souffrance, c'est comme si ça n'a plus de place dans notre vie, là, mais ça existe. Oui. André Ledoux, bénévole, Observatoire Vieillissement et Société. Dans quelle mesure la sédation terminale est-elle une forme déguisée d'euthanasie? Alors, la réponse à cette question est facile parce que c'est clair. La sédation palliative n'a rien à voir avec l'euthanasie. C'est documenté, c'est publié, mais c'est facile de traîner. Hein, on essaie de faire croire qu'il y a un nouveau soin d'aide médicale à mourir qui, en fait, c'est l'euthanasie. Puis c'est facile de faire tenir l'idée que la sédation palliative, c'est l'euthanasie. La sédation palliative, on utilise ça pour des symptômes réfractaires, les gens à qui on donne tous les médicaments possibles pour contrôler leur douleur, leur essoufflement, les nausées. On endort les patients, on fait ça en fin de vie quand le pronostic est déjà de quelques jours, une semaine, 10 jours, et on peut évaluer un pronostic à 10 jours, et c'est dans ce temps-là qu'on va se permettre de faire la sédation palliative. La sédation palliative, c'est réversible. Mon patient dort, et puis 2 jours plus tard, sa fille arrive de je ne sais pas où, puis elle dit, écoutez, je vais lui parler, bien, je baisse ma médication, mon patient va se réveiller, puis les gens disent, bien, ça les fait mourir, ils ne mangent pas, ils ne boivent plus. Les patients en fin de vie, là, ils mangent plus. Ils ne veulent pas manger. J'ai un patient, c'est déjà 6 mois qu'il ne mange plus. Il mange un petit peu, mais là, il mange de moins en moins, il y a un problème d'œsophage. Et il n'a pas faim, il mange. Sa femme veut qu'il mange, il mange un peu plus pour faire plaisir, il a mal au cœur, mais il n'a pas faim. En fin de vie, les gens, ils n'ont pas faim, et puis ils n'ont pas nécessairement soif. On sait que ce qui les fait souffrir, c'est quand il n'y a pas assez d'hydratation dans la bouche, et on s'applique, quand le patient est plus somnolent ou pas capable de boire, à faire des soins de bouche, et c'est ça qui donne le confort. Donc, en fin de vie, mon patient, celui à qui je vais faire la sédation, il ne mange plus déjà, il ne boit plus déjà. Je le fais parce qu'il y a des symptômes réfractaires, j'ai tout essayé, qu'est-ce qu'il y avait, et je l'endors. Je l'endors comme aux soins intensifs. Hein, aux soins intensifs, en post-opératoire, réduction de, je sais pas moi, de fractures multiples, ça va être épouvantable, ça va faire trop mal. Il endort les patients, ils tiennent endormis pour une couple de jours, le temps que, bon, ça se place. On fait la même chose. Alors, ça ne fait pas mourir. Comme je vous dis, c'est publié et republié. Et c'est comme la morphine, ça ne fait pas mourir non plus. Oui, M. Dr. Dallaire, j'ai une question pour vous avec l'annonce du gouvernement marois sur la question d'injecter, excusez l'expression, d'injecter 15 millions dans le système pour développer, disons, les soins palliatifs ou les questions de fin de vie, dont 7 millions les soins palliatifs à la maison. J'aimerais avoir un commentaire là-dessus, comment vous voyez ça. 4 millions qui seraient pour les nouveaux lits en soins palliatifs et un autre 4 millions pour la formation. Quelle est votre lecture de l'implantation de ces 15 millions-là? Comment ça va se faire, vous pensez? Écoutez, moi, vous avez vu, hein, j'ai une très très bonne crédibilité, je pense, comme soignant, mais comme j'ai une économie, là. On ne sait pas comment ça coûte les soins de santé, là. Je ne sais pas c'est combien 15 millions, c'est-tu beaucoup d'argent ou c'est rien? C'est peut-être pas grand-chose, vous savez, c'est peut-être... je ne sais pas qu'est-ce que ça coûte de faire rouler l'unité de soins palliatifs chez nous, tu sais toi? C'est combien? 150 000 par lit par année. En tout pour l'unité, là, avec le personnel et tout? 3 millions. Bon, mais juste l'unité de soins palliatifs chez nous, une unité dans le Québec, 3 millions, 15 millions, il n'y aura pas moins que ça. Hein? Si on dit qu'on a juste 15 d'accessibilité, là, c'est pas grand-chose. Mais comme je dis, moi, je ne peux pas en juger. Il faut parler de ça à des gens qui peuvent mettre les chiffres au tableau. À la maison. Par ailleurs, pour ce qui est de la question des soins à domicile à la maison, il faudra qu'il y ait des gens qui puissent aller à la maison. Et là, je reviens à ma question de coût. On sait qu'il y a des CLSC qui ne font pas du tout de soins palliatifs à domicile. Les CLSC, actuellement, puis d'autres milieux, je pense, ont la possibilité de choisir dans quel dossier s'investissent. Alors, puis on sait qu'il y a juste 15 à 20 d'accessibilité. Et quand en soins palliatifs, on ne parle pas de tous les gens qui ont des maladies chroniques qui auraient aussi besoin que de soins plus
poly ou interdisciplinaire. Moi, à mon CLSC, voyez-vous, il y a 190 CSSS au Québec. Dans mon CSSS, on est 3 CLSC. S'il y a 3 ou 4 CLSC, par ça peut être 400-500 CLSC. Ça en fait, ça, du monde, des ergothérapeutes, des psychothérapeutes. On va prendre une dernière question. Il reste une petite minute pour Mme. Bonjour, docteur Léotin, Martinique, French West Indies. Donc, je voulais quand même préciser, c'est très important, qu'il me semble nécessaire de ne pas qualifier la sédation de terminale. Même pas de palliative non plus. Il vaut mieux la contextualiser, c'est-à-dire sédation en phase terminale, en phase patient palliative. C'est très important. Et vous avez bien souligné que la sédation, c'est quelque chose qui est réversible. On ne donne pas des doses pour tuer les gens. C'est vrai qu'ils peuvent être sédatés jusqu'à dans 2 jours, 3 jours et mourir au bout, mais ce n'est pas la sédation qui les a tués. C'est très important de dire que la sédation n'est pas qualifiée. Elle est contextualisée dans un contexte donné. Et en aucun cas, une sédation ne tue. Alors là, c'est vraiment en aucun cas. D'autre part, si la loi passe dans votre pays, il me semble que les médecins, les infirmiers, leur devoir, ça serait de refuser ce geste. Parce qu'en fac de médecine, on apprend à soigner. On n'apprend pas à tuer. Alors, créer un nouveau corps, thanatopracteur, comme on dit chez nous en France, thanatopracteur, une pompe funèbre, que d'autres personnes soient formées à injecter le produit qui tue. Mais pas en médecine. Parce qu'on ne peut pas vous apprendre à réanimer, un cours de réanimation, puis après, le lendemain, vous avez un cours d'euthanasie.